Merci de vous asseoir, et d'accueillir Monsieur le ministre, délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants, Jean-Louis Thériault, qui nous fait l'amitié, merci de l'accueillir, qui nous fait l'amitié de venir conclure cette 7e édition des Rencontres de l'avenir. Monsieur le ministre, tu étais déjà venu, je me permets, puisque nous nous connaissons depuis longtemps, qui était déjà venu aux rencontres de l'avenir il y a quelques années, parler des questions environnementales en tant que parlementaire, député de Seine-et-Marne, mais le député Thériault était très engagé déjà dans les questions de défense que tu connais absolument par cœur. Et donc vraiment merci de nous faire cet honneur de discuter avec moi de sujets qui sont relatifs à l'état des menaces aujourd'hui dans le monde, des sujets relatifs aux questions d'organisation de défense, notamment dans l'Union européenne, et puis aux questions économiques. Alors on va s'asseoir, monsieur le ministre, et d'ailleurs, on reparlera des questions économiques tout à l'heure, mais je voudrais peut-être faire le lien quand même avec ce qu'a dit Laurent Alexandre. Alors d'ailleurs, sans vouloir trahir de secret, c'est aussi une discussion que nous avons eue pendant le déjeuner avec Laurent et le ministre sur, au fond, la question de la souveraineté industrielle de l'Europe dans le domaine militaire, eu égard non seulement au progrès très important et à l'effort de défense très important qui est fait aux États-Unis, mais surtout à l'innovation, à la progression exponentielle de l'intelligence artificielle, comme l'a expliqué Laurent, et avec quand même cette idée selon laquelle ces progrès extraordinaires en matière d'innovation n'épargnent pas, bien évidemment, le secteur de la défense et peuvent constituer un risque en matière d'autonomie pour nous, Européens, puisque les algorithmes sont américains, sont développés par les Américains. Alors certes, nous sommes alliés avec les Américains, bon, on en reparlera là encore eu égard à l'élection présidentielle américaine, mais c'est vrai que voilà, ça fait partie aussi des nouveaux sujets que doit prendre en compte un ministre délégué auprès du ministre des Armées. Oui, merci de ces mots d'accueil. Très heureux de me retrouver ici. J'avais toujours trouvé que les rencontres de l'avenir, c'était un lieu où on ne succombait pas au pessimisme ambiant et où on cherchait à se projeter en se disant que l'homme ou un pays peut toujours se redresser et aller plus loin. Et finalement, on n'est pas là pour subir le présent, mais pour bâtir l'avenir avec les meilleures idées qui soient. Alors sans entrer dans les détails et déflorer ce que tu vas évoquer dans nos échanges. Moi, je voulais simplement rebondir sur ce que disait Laurent Alexandre. On a complètement changé de temporalité dans la chose militaire. La recherche s'accélère à une vitesse folle, en particulier dans le domaine de l'IA, et on le voit notamment dans la guerre en Ukraine. Alors, deux éléments quand même, un tout petit peu d'optimisme, même si tous les constats que faisait Laurent sont évidemment justes, et le décrochage de l'économie européenne par rapport à l'économie américaine. La seule chose dont on devrait parler, plutôt que de savoir si on part en retraite à 64 ans, 63 ans et demi ou 62 ans, c'est le sujet numéro un. Le deuxième sujet, c'est effectivement le décrochage technologique. Je crois que dans le domaine spécifiquement militaire, on a compris qu'en fabriquant de gros machins très lourds, en coopération internationale très compliquée. Je pense à l'Eurodrone, qui ne vole toujours pas, qui est censé être le successeur du Reaper, où ça fait 25 ans qu'on n'a pas voulu prendre le tournant du drone pour de bonnes raisons, parce qu'on s'est dit c'est trop cher pour le faire tout seul, et pour de mauvaises raisons qui étaient que certains pilotes se disaient on n'aura plus de boulot demain. Résultat, on a un truc qui ne vole pas et on achète un drone qu'on a fait en coopération européenne, qu'on aura un jour peut-être, quand ça sera complètement caduc. Après, ça a quand même été vraiment pris en compte. Et aujourd'hui, Dassault a fait voler un drone, le Neurone, il y a quelques années, un drone de combat qui a des résultats assez similaires à ce que les Américains ont eu
face au F-16. On vient de passer commande dans le cadre de la LPM d'avoir un drone IA qui sera connecté avec le Rafale version standard F4. La conscience est là. Il y a une vraie volonté de le faire. Idem sur les mini-drones téléopérés. On arrête les gros machins, on en fait. Et on a Delair et Thales qui viennent de faire voler tests réalisés il y a 15 jours, qui ont des capacités loin d'être négligeables. Donc il y a une conscience, il y a une volonté d'affaiblir les lourdeurs. Et c'est l'agence de l'innovation défense qu'on a créée il y a quelques années. Donc ça bouge dans le bon sens. Après, est-ce qu'il y aura les moyens, et les chiffres qui étaient cités tout à l'heure sont totalement déprimants? Ça veut dire qu'il va falloir choisir, il va falloir segmenter, et puis il y a effectivement des choses qu'on sera obligé de partager. C'est très courageux de ta part de le présenter de cette façon-là, mais avant d'en venir à l'état des menaces, quand j'écoute le ministre, on voit bien quand même qu'on est au sein d'un secteur, d'un ministère dans lequel on prend des décisions qui engagent le temps long, et même le temps très long. Alors, je vais encore faire part des coulisses des rencontres, mais il se trouve que nous discutions aussi avec Pierre-Henri Tavoyot à midi justement de cette question au fond de la difficulté dans des démocraties qui sont prises en permanence par l'urgence, qui sont un peu régies par l'information continue, par les réseaux sociaux, l'extrême difficulté, parfois l'impossibilité de prendre des décisions qui sont des décisions de long terme. Comment le ministre des Armées fait-il justement pour essayer de s'extraire de cette urgence, d'autant plus que des urgences, on imagine bien que le ministre et le ministre délégué en ont des centaines par jour à régler. Et néanmoins, il faut quand même faire cet effort de prospective, de projection, d'investissement, de protection des budgets aussi. Tu as parlé de la loi de programmation militaire. Comment on fait concrètement ? Je crois que la première chose, c'est de se rendre compte que ça n'est pas un ministère ordinaire. C'est la pointe aiguisée du régalien. C'est ce qui décide de la vie et de la mort des nations. Souvenons-nous quand même du choc de la défaite de 1940, ce dont on ne l'a pas oublié. Et par conséquent, on est la dernière garde et le dernier lieu de la vigilance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas se perdre et s'égarer dans les micro-combats politiques. Ça veut dire qu'il faut assumer qu'on est le ministère de la nécessité vitale pour le pays. On est le ministère qui ne doit réfléchir qu'en termes d'intérêt national et qui doit être le ministère du temps long. Et le ministère du temps long, c'est le ministère à 50 ans. Quand on lancera notre porte-avions nucléaire nouvelle génération en 2038, il a vocation à naviguer jusqu'en 2080. Donc lorsque je dis ça, ça veut dire que nous sommes probablement l'une des 2 ou 3 instances aujourd'hui en France qui arrivent à avoir cette réflexion-là. Il y a le ministère des Armées, il y a le SGDSN, le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale qui dépend du Premier ministre, et les organes comme la DGRIS chez nous à la Défense ou les services d'analyse stratégique des affaires étrangères qui le font. Et il faut le faire parce qu'aujourd'hui, nos compétiteurs stratégiques ou nos alliés ont cette pensée de long terme. Si vous prenez la Chine, Xi Jinping aujourd'hui, il donne sa vision géopolitique pour 2049, l'année anniversaire de l'instauration du communisme en Chine. Dans ses objectifs, et il l'explicite clairement, c'est le rattachement de Taïwan à la Chine continentale. Donc vision de très long terme à l'échelle des décennies, voire pour la Chine des millénaires. Les États-Unis, le fameux glissement vers l'Asie, le pivot vers l'Asie, c'est pas nouveau, on n'en avait pas pris conscience, mais c'est pas nouveau. Ça date d'Obama. Le pivot vers l'Asie, de se dire que le principal centre de menace, c'est la Chine et l'océan Pacifique, c'était déjà là. Mais on ne le voit pas. On l'oublie, là on va s'en rendre compte beaucoup plus parce que Donald Trump dit les choses plus clairement et plus brutalement, mais ça n'est pas nouveau. Et nous, ce que nous devons réussir collectivement, c'est à avoir une vision à la fois française et européenne de ce que nous voulons
à horizon de 50 ans. Sinon, et ça rejoint ce qui a été dit juste avant que je ne monte sur cette scène, nous cesserons d'être les acteurs de l'histoire, nous nous contenterons de la subir. Et je pense que quand on est le continent du génie humain de Goethe à Dante, eh bien, on n'accepte pas de s'effacer de la scène de l'histoire. Ouais. Alors, je fais une toute petite parenthèse parce que j'ai posé la même question ce matin à Guillaume Casbarian, ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique. Et je pense que c'est quelque chose, une question peut-être qu'on ne te pose pas souvent, mais qui intéresse beaucoup de nos concitoyens. Ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants, qu'est-ce que ça regroupe très exactement comme compétences et comme attributions ? Alors, ça dépend de chaque ministre délégué ou de chaque secrétaire d'État. Le ministère qui m'a été confié a un périmètre qui n'avait jamais existé de cette manière-là. Donc, il y a le volet classique, ancien combattant mémoire, ça qui est traditionnel depuis toujours. Et puis, j'ai en plus un certain nombre de champs qui est tout ce que sont les négociations européennes dans le secteur de la défense et de l'armement, les programmes EDIS, EDIRP, etc. Le financement de l'industrie de défense, qu'on appelle la BITD, la base industrielle et technologique de défense, où on rencontre beaucoup de difficultés pour l'investissement en fonds propres, à cause de critères ESR, où la guerre, c'est pas bien, on est d'accord, on préférerait ne pas avoir à la faire, et donc on n'investit pas dans la défense. Donc si vous voulez, là, il y a un vrai combat intellectuel et pratique à mener. Donc c'est deux champs particuliers et des zones géopolitiques aussi dont je vais devoir m'occuper, par exemple l'Amérique latine. Donc c'est un champ un peu plus large, sachant que, et c'est ma chance, je suis le ministre délégué de Sébastien Lecornu, avec qui j'ai des liens d'amitié de longue date. Nous avons porté ensemble la loi de programmation militaire pour la faire adopter très très largement à l'Assemblée nationale, et dans une Assemblée nationale qui était déjà assez compliquée, on va dire. En tout cas, au sein du groupe auquel j'appartiens, j'ai réussi à ce qu'il n'y ait pas une seule voix dissidente et à ce que tout le monde la vote. Donc, si vous voulez, le fait d'être dans le même bateau depuis plusieurs années, ça aide beaucoup. On se téléphone 1 à 2 fois par semaine. Rien ne se fait sans échange entre nous. Donc c'est vraiment un bateau. Ça peut être le bordel en France dans un certain nombre de domaines, mais en tout cas, soyez sûr d'une chose, c'est que sur la défense, il y a une seule tête, le chef de l'État, chef des armées. Il y a un chef du gouvernement, et au niveau ministériel, vous avez 2 ministres qui sont totalement alignés pour à la fois faire réussir les armes de la France et donner à nos industriels de la défense les meilleurs moyens pour produire ce dont on a besoin et rayonner dans le monde. Alors, très bien. On va reparler dans quelques instants des questions économiques, mais peut-être quand même, puisque tu as commencé à évoquer la question chinoise, la question taïwanaise, est-ce qu'on peut parler de l'état de la menace ? Moi, j'ai quand même été très, très inquiet par quelque chose, je trouve, dont les médias ont assez peu parlé. Ce sont les ingérences de la Russie dans les élections en Moldavie et en Géorgie. Donc on voit bien quand même qu'il y a toujours cette volonté de la Russie de déstabiliser des pays qui sont des démocraties qui sont proches de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut faire, voilà, on est aujourd'hui le 10 novembre, est-ce qu'on peut faire de façon synthétique un état de cette menace ? Oui, alors je crois d'abord 2 remarques préalables. Il faut se rendre compte que le schéma traditionnel qu'on avait, paix, crise, guerre, est complètement obsolète. Aujourd'hui, on est dans un continuum compétition, contestation, affrontement qui existe en permanence et qui ne s'arrête plus. On a le concept assez juste finalement de guerre hybride, c'est que la guerre hybride, elle est déjà déclenchée tout le temps et partout. Alors ça peut être à bas bruit, c'est les stratégies d'influence,
ça peut être les ingérences directes que tu évoquais, et puis ça peut être la guerre chaude, soit la guerre asymétrique, soit ce qu'on revit en Europe avec l'Ukraine, qui est le combat de haute intensité, où ce qui se passe aujourd'hui sur le front ukrainien, c'est Verdun. À tout point de vue, d'ailleurs, tranchée comprise. Enfin, vous regardez les photos d'Ukraine aujourd'hui et les images qu'on a de Verdun, c'est exactement le même schéma, avec cette seule nuance que vous n'avez pas de mobilisation générale des populations comme on l'avait en 14-18. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément général, c'est que les champs de la conflictualité se sont dilatés. C'est-à-dire que je suis encore de la génération où, quand on faisait nos classes d'élèves officiers, on nous expliquait qu'il y avait le combat terrestre, le combat naval et le combat aérien. Aujourd'hui, vous avez à minima, dans les nouveaux espaces de conflictualité, le spatial, qui est évidemment un enjeu majeur, et le fait que l'Europe soit quasiment privée de lanceurs aujourd'hui, c'est un sacré problème. Vous avez l'espace cyber, puisqu'une grande partie des attaques se font dans le domaine cyber, et puis vous avez les grands fonds marins qui deviennent aussi un enjeu. Donc un espace de conflictualité beaucoup plus dilaté. Ça, c'est pour les remarques générales, oui, absolument, qui permettent de reposer les choses dans leur contexte. Après, les menaces, on les connaît. Je ne serai pas très original en disant ça. C'est qu'on est arrivé dans une période où les illusions des dividendes de la paix et de la mondialisation heureuse sont complètement disparues. Le droit international est battu en brèche partout. Des puissances révisionnistes sont prêts à redéfinir les frontières par la force. Donc évidemment, il y a cette menace à l'Est qui est une violation manifeste du droit international, une situation sur le front ukrainien qu'on connaît, je ne vous en dirai pas plus, mais c'est extrêmement dur, c'est un grignotage. La nécessité d'assurer une défense globale de l'Occident et de l'Europe, tu m'interrogeras peut-être dessus après sur les conséquences éventuelles les conséquences de l'élection de Trump. Donc cette menace-là, elle existe. Alors moi, je vais quand même l'évoquer quelques mots. Je ne crois pas du tout aux chars russes à Paris demain. Ne rêvons pas, ne nous faisons... Ne fantasmons pas, ne cauchemardons pas. On n'en rêve pas du tout, mais on a la chance d'avoir gagné le combat de la liberté contre le communisme en 89, dont je rappelle d'ailleurs que c'est cette nuit, en 1989, que tombait le rideau de fer. Et cette victoire-là, ça veut dire que la menace, elle s'est quand même reportée aujourd'hui en Ukraine. Quelque part, les Ukrainiens font la guerre, même si c'est plus le communisme en tant que tel, mais font la guerre que nous aurions pu faire le long de la trouée de Fulda ou dans le corridor de Hanovre il y a 40 ans. Donc la menace, elle n'est pas de cette nature. La menace, elle est effectivement toute une série d'attaques frontalières potentielles le long des pays de nos alliés de l'OTAN, et puis ça peut être toute une série de menaces asymétriques qui peuvent prendre la forme d'attaques cyber massives, de sabotage, de difficultés sur le territoire national. On réinvestit aujourd'hui le territoire national. Du temps de la feu Union soviétique, on se préparait avec ce qu'on appelait la défense opérationnelle du territoire à l'arrivée sur le territoire national des Spetsnaz, qui étaient des commandos parachutistes russes. Comme tout ça avait disparu, on a quasiment abandonné cette notion de défense opérationnelle du territoire. Aujourd'hui, on y revient parce que vous balancez 30 types avec des explosifs pour s'attaquer aux infrastructures qui généralement ne seront pas faits directement par une puissance étrangère mais peuvent être faits par des proxys, les postes Wagner de toute nature. On peut avoir une situation réellement compliquée à gérer. Donc on doit être prêt à tout ce champ de menaces. Donc il y a tout le sujet effectivement flanc Est, et puis il y a toutes les déstabilisations qui peuvent exister. Alors
dans les fonctions qui sont les miennes, demande d'un gouvernement, je ne vais pas vous donner la liste des pays à problème parce que je n'ai pas envie d'avoir le Quai d'Orsay qui m'appelle en me disant que je suis à l'origine d'un incident diplomatique. Mais on a quelques compétiteurs stratégiques qui peuvent causer des difficultés. On peut avoir des tensions entre des pays qui dégénèrent. Demain, on a un embrasement du Proche-Orient, un vrai embrasement. Là, on a des tragédies, mais la violence, enfin le degré de riposte est encore contrôlé. Si demain, tous les proxys de l'Iran, outils puissance 10, bloquent le détroit de Bab el-Mandeb, bloque le détroit d'Ormuz et qu'il faut aller le rouvrir de vive force, vous imaginez les enjeux que nous avons pour le commerce mondial. 90% du commerce mondial est maritime. L'enjeu de la liberté de navigation est fondamental. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut que nous ayons en tête. Après, les zones de tension, on les connaît. C'est effectivement le flanc Est, c'est la situation au Proche-Orient, ce sont les zones des détroits et la liberté du commerce maritime, et puis, la souveraineté de nos outre-mer. On oublie que nous sommes la deuxième puissance maritime mondiale avec la deuxième zone économique exclusive, et ça, on ne doit jamais l'oublier. Et si on ne veut pas qu'un territoire soit contesté, il faut une présence. En clair, alors que nous étions à 3% du produit national brut français à la défense au moment de la chute du mur de Berlin, on est tombé à 1,5% et aujourd'hui on remonte à 2% et je rends grâce au travail qui a été fait depuis quelques années. Mais on a en même temps à être capable à à jouer notre rôle parmi nos alliés sur le flanc Est, en sachant que nous avons la dissuasion nucléaire pour protéger nos intérêts vitaux. Et ça, il faut que nous mesurions tous cette chance que nous avons d'être une puissance dotée. Tout le monde sait que notre dissuasion est crédible. Les moyens sont mis, ont toujours été mis et sont mis et seront mis pour être sûr à tout moment qu'on est capable de causer des dommages insupportables à un agresseur à partir du moment où on touche à nos intérêts vitaux, qu'il ne faut surtout pas définir, parce que si on dit voilà la ligne rouge, tout le monde s'en approchera. Mais quand on touche à nos intérêts vitaux, on est capable de riposter. Et puis, donc il faut faire face sur Terre, il faut faire face dans l'espace et il faut faire face sur les mers parce que la puissance navale redevient un enjeu absolument majeur. En clair, on a besoin de dépenser plus alors qu'on a déjà une situation budgétaire que nous connaissons. Non, mais je me permets vraiment d'insister sur ce que tu dis, sur le fait d'être une puissance dotée. Je pense que c'est quelque chose auquel on s'est habitué en quelque sorte en France. Mais quand on circule un peu, y compris pas très loin de chez nous, moi j'étais dans Danemark il y a quelques mois, avec Michael Migueres, là, qui est au premier rang, on était en Pologne il y a quelques semaines, c'est-à-dire avec Benjamin aussi d'ailleurs, qui dirige le service civique européen. Et en fait, on voit dans ces pays-là que le fait de ne pas être une puissance dotée, mais suscite véritablement une inquiétude quasiment de tous les jours, une inquiétude existentielle que nous n'avons pas, nous. On a d'autres problèmes, mais au moins, on échappe à ça. Ah oui, mais ça m'a vraiment frappé dans les pays baltes, ça, où me trouvant à Vilnius, à l'université de Vilnius, je parle avec des jeunes étudiants, pas du tout jeunesse un peu militarisée, enfin du geek en basket, qui me dit, mais nous, on sait qu'on aura sans doute à faire la guerre. Et certains d'entre nous y resteront. Alors, il y a la géographie, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est eux qui sont en première ligne. Mais il n'y a pas que la géographie. Et le danger pour nous, si on ne veut pas être uniquement les spectateurs de l'histoire, mais en rester les acteurs, c'est qu'on se dise, puisqu'on est protégé par notre propre dissuasion et notre propre sécurité nucléaire, finalement, on peut faire moins. Vous savez, quelques mots sur la dissuasion, puisque tu me relances dessus, qui est un élément central. La dissuasion, elle protège
pour les intérêts vitaux. Pour que cette protection soit garantie, il faut qu'elle soit crédible. Crédible, c'est-à-dire que l'adversaire soit sûr que ça marchera. Et le danger, c'est ce qu'on appelle le contournement de la dissuasion par le bas, c'est-à-dire qu'on est sous le seuil des intérêts vitaux et qu'on doit faire face à une menace à laquelle on ne peut pas répondre par le nucléaire. Et donc, tout ce qu'on fait dans le domaine de l'armement conventionnel, c'est pour éviter ce contournement. Demain, vous avez des proxys de X. X, ça peut être beaucoup de pays qui, depuis la Libye, tirent quelques missiles balistiques conventionnels sur une grande ville du sud de la France. Ça fait 150 morts. Personne ne croit raisonnablement qu'on vitrifiera 5 capitales pour une attaque balistique comme ça. Et donc, le tout, c'est qu'on ait une... Alors, le terme n'est pas orthodoxe, que j'emploie, une dissuasion conventionnelle, mais en tout cas, qu'on soit capable conventionnellement de l'éviter, soit en protégeant nos côtes, soit en répliquant d'une manière tellement foudroyante que ça n'ait pas lieu. En clair, pour que la dissuasion nucléaire fonctionne, il faut qu'elle s'adosse à des forces conventionnelles robustes. Alors, parlons maintenant de l'élection américaine et de Donald Trump. J'ai 2 questions. Première question, est-ce que les menaces de quitter l'OTAN, comment faut-il les interpréter ? Est-ce qu'il faut les interpréter comme des propos de campagne ou est-ce que c'est véritablement quelque chose qu'il faut prendre au sérieux ? Et puis, deuxième question, est-ce qu'au fond, j'ai posé d'ailleurs la même question l'autre jour au président Sarkozy, tu as peut-être vu, ça a été très largement repris par la presse. Au fond, est-ce que ça n'est pas enfin le moment pour l'Union européenne d'investir considérablement plus qu'elle ne l'a fait par le passé dans ce qu'on appelle son autonomie stratégique. Alors c'est un peu un terme technocratique, mais enfin, en tout cas, dans notre armée, dans notre défense, pour développer une véritable assurance-vie européenne, indépendamment du bouclier américain. Alors, à la première question, si j'avais la réponse, je serais le plus heureux des hommes. Donc on va faire comme si c'était sérieux, la menace du président Trump. Oui, un petit mot quand même, oui. Parce que c'est la personne qui me le dit qui est intéressant. J'ai autant d'analyses que de services concernés et qui ne sont pas conformes. En clair, Trump, on sait ce qu'a été Trump 1. Aucun de nous ne sait ce que sera Trump 2. On a des propos contradictoires. La seule chose qu'on sait, c'est que les personnes assez rationnelles de Trump 1 ne sont plus là. Et on ne sait pas ce qu'on aura. Moi, une fois que je vous ai dit ça, le peuple américain a voté, le peuple américain a démocratiquement élu son président. Donc de toute façon, respect pour une grande démocratie avec tout ce qu'on peut dire par ailleurs. Donc nous travaillerons avec les Américains et on fera en sorte évidemment que cela se passe bien. Il faut faire comme si le pire était possible, mais il n'est jamais certain. Je voyais le président de Microsoft avec qui j'ai parlé 3 quarts d'heure avant-hier et je lui disais alors comment vous voyez et qui me dit écoutez, on a survécu à Trump 1 et aucun de nous ne peut savoir ce que sera Trump 2. De toute façon, il y aura toujours des relations franco-américaines dans la durée, c'est ça qu'il faut préserver. Donc moi, voilà. Mais il faut effectivement s'attendre à des évolutions. Alors, j'ai pas entendu tout ce qu'a dit le président Sarkozy. La réalité, c'est que les États-Unis vont mettre davantage l'Europe au pied du mur en disant on n'a pas, c'est pas aux contribuables de Californie ou de Nouvelle-Orléans à payer pour la sécurité des Européens. Et sur le fond, on ne peut pas leur donner totalement tort. Une fois qu'on a dit ça, la réaction des Européens, il y a la réaction souhaitable qui serait de dire l'autonomie stratégique européenne devient absolument essentielle et donc nous mettrons le paquet pour à la fois dépenser davantage pour notre défense,
investir dans une autonomie stratégique qui fait qu'on ne soit plus dépendant ou moins dépendant, et c'est très très compliqué, des technologies américaines pour reprendre la main sur notre autonomie. C'est ça ce qui serait souhaitable. Et puis, je vais dire une troisième chose, n'investissons pas dans les technologies Doliprane, mais dans les nouvelles molécules. Merci de le dire. Donc, c'est courageux aussi. Oh, vous pouvez l'applaudir, mais c'est Hervé Novelli qui applaudit, mais qui connaît parfaitement ces sujets, qui a mille fois raison. Il faut investir dans l'avenir. Ce qu'on oublie, c'est que la vente de Doliprane, c'est destiné à financer de la recherche sur de nouvelles molécules. Et moi, je préfère que la France, via Sanofi, ait des nouvelles molécules pour lutter contre le cancer que d'avoir... Enfin, voilà. Alors, j'aurais été un tout petit peu plus nuancé si on n'avait plus de capacité à produire en France, parce qu'il faut aussi avoir une pensée, mais là qui est dans un domaine de pure sécurité nationale. Il faut envisager la crise où les communications sont coupées, où chaque nation garde ses approvisionnements. Je garde un souvenir extrêmement douloureux de la crise Covid, où on n'arrivait pas à avoir de masques. Et ça ne sert à rien d'avoir, économiquement, c'est absurde de se dire on va produire des masques en France alors que la valeur ajoutée, c'est nul dans la chaîne de valeur. Mais si on n'intègre pas à notre raisonnement les enjeux de sécurité, on fait une erreur. Et donc oui, je pense qu'il faut assumer sur un certain nombre de secteurs stratégiques d'avoir des produits plus chers, mais dont on a besoin, parce qu'une rupture d'approvisionnement pourrait être absolument mortifère. Donc ma blague sur le Doliprane, c'était simplement ça. Après, moi, je suis assez inquiet, parce qu'il va y avoir deux réactions possibles si on a effectivement un retrait ou un désinvestissement américain. Ceux qui vont tenir les propos que je tiens et qui est totalement la position de la France. Le président Macron a eu un discours très clair sur le fait qu'il fallait arrêter d'être des herbivores dans un monde de carnivores. Il a raison, et ça veut dire que les Européens, soient prêts à assurer leur autonomie stratégique. En face de ça, vous avez une inclination qui, à mon avis, va être forte, de gens qui vont se précipiter aux États-Unis en disant protégez-nous le parapluie américain, et on achètera américain, et on achètera encore plus américain. Et le vrai danger, il est là, et je suis convaincu que ce péril, il existe. Acheter américain pour avoir le parapluie, je crois que la réalité, c'est qu'ils achèteront américain et ils n'auront pas le parapluie. Une fois que j'ai dit ça, je peux difficilement en vouloir à certains pays qui pourraient être tentés par ça, parce que nous avions garanti la sécurité de la Tchécoslovaquie, on sait ce qu'on en a fait à Munich. Nous avions garanti la réassurance de la Pologne en 1939, c'était la stratégie de contre-alliance avec la petite entente. Et on avait fait le choix absurde d'avoir une stratégie militaire défensive alors que nos alliés étaient de l'autre côté de l'Allemagne. Bon. Donc, je ne peux pas reprocher aux pays qui vont jeter dans les bras des Américains, dont la logique va être une logique transactionnelle, c'est-à-dire t'achètes, je te protège, d'avoir ce choix, t'achètes, je te protège. Le danger, c'est que je ne suis pas sûr que ce soit durable, et je ne suis pas sûr que ça garantisse quoi que ce soit. Mais en tout cas, il faut s'y attendre. Après le discours convenu, disant ça va être épouvantable avec M. Trump, il va y avoir une diplomatie transactionnelle, mais le propre de la diplomatie, c'est qu'elle est transactionnelle. Donc voilà, pas d'affolement, et ça peut être l'occasion de nous reconstruire et de bâtir quelque chose. Oui, je te laisse boire ton verre d'eau, mais on va passer aux questions économiques. Enfin, on a déjà d'ailleurs largement fait la transition, mais je voulais juste savoir si, l'Europe quand même, c'est historiquement est plutôt une zone pacifiste, ce qui est normal d'ailleurs puisqu'elle a été construite sur les décombres de la guerre. Est-ce que
chez tes homologues en particulier, le déclic intellectuel, culturel de la puissance, est-ce que ce déclic s'est fait? Parce que ce n'est pas naturel pour l'Europe de dire il faut qu'on prenne notre autonomie, il faut qu'on investisse dans notre défense, il faut qu'on reconstruise une économie de la défense. Alors heureusement en France on en a une, mais enfin il y a beaucoup de pays dans lesquels on n'en a pas. Donc c'est un vrai changement, c'est le changement du pacifisme vers la puissance. Est-ce que tu considères, en particulier chez les ministres de la Défense européens, mais dans leurs administrations, que ce déclic s'est produit? Oui, je crois que... Et pas que, je ne parle pas que de l'Europe de l'Est, justement, je ne parle pas que de la Pologne, évidemment. Non, mais je crois que le déclic intellectuel du fait qu'on est dans un monde où on est totalement sorti du temps post-guerre, il est fait. Tout le monde sait que l'épée est redevenue l'axe du monde. La vraie question... Y compris en Allemagne, par exemple, c'est... Oui. La question, alors, sur l'Allemagne, je vais nuancer. Au niveau du monde politique, clairement, oui, y compris les sociodémocrates qui avaient une tradition, les fameux Juso, qui avaient une tradition très pacifiste. Ils sont convaincus que la guerre est potentiellement à nos portes. Après... les conclusions qu'ils en tirent, le Zeitenwende n'est pas nécessairement le même. C'est-à-dire que face à la menace, vous pouvez avoir la conception, je dirais, d'une défense de l'avant qui est de dire plus on aidera les Ukrainiens à avoir demain, quand ils le choisiront, je dis bien quand ils le choisiront, et à condition qu'on ne les ait pas lâchés avant, à avoir les négociations les moins compliquées possibles parce qu'ils auront eu une bonne situation sur le terrain. Ça, c'est la conception d'une défense de l'avant, de dire on protège la stabilité en Europe en aidant les Ukrainiens. Et vous avez ceux qui, face à ça, et c'est une partie de la tendance pacifiste en Allemagne qui existe toujours, qui est de dire... il ne faut pas trop les aider, ça pourrait être escalatoire, on neutralise l'Ukraine et puis on compte sur les Américains pour nous protéger si ça tourne mal sur l'Elbe ou la Vistule. Bon, après, voilà, mais le changement de paradigme, clairement, il est fait dans les têtes. On passe aux questions économiques, ce sera la dernière partie de notre entretien, et après j'aurai, avant que tu nous quittes, une dernière question sur le 11 novembre, puisqu'on est le 10 novembre. J'ai été assez impressionné par le livre de Jean-Dominique Merchet l'année dernière, qui portait donc sur la question de l'armée française, et qui employait pour la qualifier une expression, enfin pour qualifier nos équipements, il parlait d'armée bonsaï. L'idée de Jean-Dominique Merchet, c'était au fond de dire on a des équipements militaires et une armée de très bonne qualité, avec certains équipements qui sont d'un niveau absolument remarquable, notamment dans le domaine aérien, qui sont sans doute les meilleurs au monde. Mais au fond, on a une armée très élitiste, à très très forte valeur ajoutée, pour un risque qui redevient un risque assez conventionnel. Et donc, au fond, notre armée et nos équipements militaires sont absolument fantastiques, mais pas complètement adaptés à la donne géopolitique et militaire que tu as décrite d'ailleurs au début de notre entretien. Alors, ça fait très longtemps, notamment en tant que parlementaire, que tu travailles sur ces questions. Dans quelle mesure peut-on infirmer la thèse de Jean-Dominique Merchet ? Non, le terme... Enfin, on va repartir par le début. C'est la menace et qu'est-ce que nous voulons faire ? Est-ce que notre ambition, c'est d'être capable de tenir un front de 300 km sur le front de l'Est ? Non. Nous partons du principe, et c'est un choix, que nous sommes alliés avec l'ensemble des pays européens. Nous sommes le pilier européen de l'OTAN et nous n'avons pas vocation à être capable de faire face tout seul à la menace russe parce que nous serons nécessairement en coalition. Bon. Est-ce qu'il faut faire mieux ? Sûrement. Est-ce que c'est ce qu'on commence à faire avec la LPM ? Oui, évidemment. Si vous voulez, la chose militaire, en tout cas l'investissement dans la défense est toujours un choix difficile entre la masse et la technologie. Et c'est vrai que comme
jusqu'à une période récente, on pensait finalement que notre vocation était d'être une force de projection. C'était les OPEX, c'était Barkhane, c'est Chamal, où on était dans des guerres asymétriques et où on avait intérêt à avoir le meilleur matériel possible, parce que perdre des hommes, parce que un chamelier, vous avez envoyé un IED avec un chameau rendu fou, on a eu ça, eh bien on a intérêt à le neutraliser avant. Si on est demain engagé sur un combat d'intensité, la masse redevient essentielle et donc on a besoin de... Donc, la réponse n'est ni oui ni non. En tout cas, on est en train aujourd'hui de redonner de la cohérence aux armées. Et je crois qu'on le fait bien. Après, dans un monde idéal, ce n'est pas 2% du PIB qu'il faudrait pour les armées, c'est 3%. Aujourd'hui, on redevient cohérent et on est capable de tenir les engagements que nous avons pris dans le cadre des plans de défense de l'Alliance. Mais en sachant clairement que... en tout cas en Europe, on ne le fera pas seul et on ne pourra pas le faire seul. On est capable de faire des opérations seul à un niveau plus faible dans notre contrat opérationnel, mais nous ne défendrons pas tout seul la Pologne. D'accord. Non, mais ça veut dire qu'il y a une volonté qualitative, c'est-à-dire continuer de faire monter notre armée en compétences et nos équipements en très haute technologie, mais il y a aussi une volonté quantitative, oui. C'est-à-dire faire grossir quand même. En tout cas une volonté. Alors après, il y a le problème des effectifs, si vous voulez. Oui, la question, c'est est-ce qu'on recrute plus de monde, mais il faut aussi arriver à recruter, ce qui est une difficulté d'attractivité. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte. Je crois quand même, et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur la singularité d'avoir une puissance, d'être une puissance dotée. Pourquoi les Polonais sont montés à 4% ou à 5%, enfin à 4,7% du PIB pour leur défense, et que eux ne sont pas dotés. Et donc pour défendre les frontières de la Pologne, il faut balancer char contre char. Et donc nous, quelque part, nous n'avons pas besoin d'avoir 1200 chars. En tout cas, c'est pas le schéma d'emploi qu'on a. Après, vous savez, il faut se méfier des chiffres affichés. Une armée, c'est non seulement les armes de mêlée, c'est les soutiens derrière les armes de mêlée et c'est la logistique. Moi, j'attends de voir sur un certain nombre d'annonces, concrètement, si l'ensemble de la cohérence et l'ensemble de la chaîne est tenu. Après, par rapport à ta question sur l'armée Bonsaï, je crois qu'aujourd'hui, on voit que les technologies militaires évoluent à une vitesse grand V. Entre la guerre en Ukraine, entre son début en 2022 et aujourd'hui, vous avez des changements incroyables. Vous vous rappelez, au début de la guerre en Ukraine, on avait les fameux drones Bakhtiar dont on nous parlait tout le temps. On n'en parle plus du tout. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place des technologies de brouillage des Bakhtiar et ils ne volent plus. Enfin, exactement, dès qu'ils volent, ils sont abattus. Donc, on arrête de les faire voler. Et donc, on a de plus en plus la nécessité de garder de la capacité de production industrielle et de la capacité de remonter en puissance face à une crise, plutôt que d'avoir des stocks qui, de toute façon, seront très, très vite obsolètes. Et on doit aussi penser tous nos systèmes d'armes pour être capable d'avoir des améliorations incrémentales très, très rapides. Je vais vous prendre un exemple. Nos bateaux. On a des frégates qui se trouvent au large de la mer Rouge et qui ont été confrontées aux attaques des Houthis. Et donc, quand c'est arrivé, on avait nos frégates avec des missiles Aster 15 et Aster 30 qui coûtaient plus d'1 million d'euros chacun pour abattre un drone à $30 000. Quand vous en prenez 30 sur le museau en même temps, alors vous sélectionnez ce qui menace ou pas le bateau ou le bateau de commerce que vous affectez, mais ce n'est pas très longtemps soutenable. Et donc, en quelques mois, on a aujourd'hui mis un nouveau système de conduite de tir sur tous nos bateaux, réussite de l'industrie française et de Naval Group et de Safran qui fait ça à très grande vitesse. On a installé
On a remis du canon téléasservi avec du 40 mm, les tourelles Rapid Fire qui vont être remises partout. Et là, Naval Group sort un nouveau panier modulaire qui permet d'avoir une riposte extrêmement rapide à toutes les gammes de menaces sans tirer forcément un missile hors de prix. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que c'est à l'habileté et l'agilité à laquelle on doit se tenir prêt tout le temps. Et on aurait stocké tout ça sur nos bateaux aujourd'hui, la menace qu'on aura dans 2 ans ou dans 3 ans, on ne l'aurait pas forcément eu. Donc les conditions de la victoire, c'est d'avoir le stock initial qui permet de tenir et ensuite garder l'outil industriel et les stocks, alors notamment en matières premières, en métaux rares, mais aussi en semi-conducteurs. Enfin, on sait le problème qu'on a avec Taïwan, où 70% des semi-conducteurs. Enfin, là, il faut vraiment le réinternaliser. C'est une logique de souveraineté française ou européenne. Mais enfin, l'enjeu aujourd'hui, à la fin des fins, dans la haute intensité, la victoire, elle est au nombre d'hommes, elle est à l'industrie et elle est à l'intelligence. Voilà. Et donc, on doit être prêt. Les hommes, on peut les former. L'industrie, le véritable enjeu, c'est d'avoir des entreprises qui soient capables de monter en puissance et des ingénieurs qui soient capables de répondre. Mais ça, on les a en France, hein, ces entreprises. On a quand même un on système a entrepreneur. une magnifique. Vous savez, on parlait tout à l'heure de l'Europe qui décroche face aux États-Unis et de la France qui décroche, y compris face à l'Allemagne. Quand vous regardez l'état de l'Allemagne et de la France en 80, c'était le même niveau. Le décrochage s'est fait depuis, donc c'était pas écrit, c'était pas la fatalité. L'un des domaines où on a une excellence industrielle qui tient, c'est la BITD, l'industrie de défense, avec les 7 grands groupes qu'on connaît tous, les Dassault, Nexter, Thales, MBDA, etc. Et puis Naval Group, et puis un réseau de 4000 PME et ETI, 200 000 salariés, un des meilleurs postes d'exportation pour la France. Enfin, c'est un trésor national, notre industrie de défense. Mais ça veut dire plusieurs éléments. Un, garder notre marge de manœuvre à l'exportation, et notre liberté de manœuvre à l'export. Et ça, c'est vital et c'est le danger aujourd'hui d'une certaine volonté de communautarisation au niveau UE. On ne garderait plus notre liberté de manœuvre. Deuxième élément vital, des commandes suffisantes pour garder nos capacités industrielles et même avoir de la surcapacité à produire. Le troisième sujet, loin d'être négligeable, c'est de former et de recruter les hommes. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de boîtes qui n'arrivent plus à trouver, même en le payant bien, voire très bien, le chaudronnier spécialiste qui va être capable de faire telle pièce sur les fonderies et les chantiers d'assemblage de nos centrales nucléaires de bateaux, c'est une vraie difficulté. Et là, on retombe sur un sujet général qui est le mépris de la spécialisation technologique ou industrielle. Voilà, on préfère aller faire un doctorat de sociologie à l'université de Paris, machin, plutôt que d'être dans la science dure. Monsieur le ministre, j'aurais une dernière question avant qu'on se quitte, puisque tu nous fais le grand plaisir de venir nous voir ici à Saint-Raphaël, à la veille du 11 novembre, qui est une journée évidemment particulièrement chargée pour un ministre délégué auprès du ministre des Armées, une journée de commémoration, et la France est un pays de commémoration, et on est ici aux rencontres de l'avenir. Quel est l'avenir du souvenir dans quelle mesure ces commémorations sont importantes? Dans quelle mesure cette célébration du passé elle est importante pour qu'on puisse se projeter dans l'avenir? Il se trouve que ma fille habite désormais au Québec, et donc j'y vais souvent, et je suis toujours frappé de voir dans alors j'allais dire ce pays surtout pas causer de problème, dans cet endroit absolument extraordinaire et très moderne, très innovant, la devise qu'on voit sur toutes les voitures, je me souviens. Voilà, cette espèce de paradoxe apparent. Est-ce que ces commémorations, c'est un passage obligé, ou est-ce que c'est vraiment le socle sur lequel on doit s'appuyer pour se projeter dans l'avenir?
Alors, je crois que les peuples sans mémoire sont les peuples sans avenir. Euh, vous savez, ce qui m'a toujours frappé, c'est que entre eux, alors on ne les a pas connus évidemment, mais l'héroïsme des jeunes de 14 qui ont vécu 4 ans absolument inouïs dans les tranchées, entre ceux qui se sont battus en 40-45, ceux de Dien Bien Phu, et là près d'ici, j'étais au monument commémoratif aux morts d'Indochine, et les jeunes qu'on voit aujourd'hui dans nos unités et qui partent au carton, eh bien ce sont les mêmes. Ils sont réellement exceptionnels. Moi j'en ai vu qui allaient aller se projeter sur Barkhane. C'était une incroyable raison d'espérer. Ils ont fait le choix. Alors après, c'est ceux qui ont fait le choix. Et je ne parle pas uniquement du Saint-Cyrien, je parle des engagés volontaires de l'armée de terre, ou des sous-officiers rangs. Ils ont fait le choix, effectivement, de franchir la porte des armées et de s'engager pour quelque chose qui avait du sens et qui s'appelle leur pays. Et je crois qu'on a là la matrice de ce que peut être la France qu'on doit bâtir dans une France archipélisée. Ces gamins, ils venaient de toutes les cultures, ils venaient de toutes les origines, ils venaient de toutes les religions. Simplement, ils avaient choisi la France. Ils avaient choisi de s'engager sous le drapeau français et ils étaient prêts à y risquer leur peau. Et je peux vous dire que quand je les ai vus, et il y en a 3 que j'ai vus qui se sont pris une citation après par la manière dont ils se sont dégagés dans une embuscade au Mali, eh bien vous vous dites, honnêtement, on est prêt. Et c'est parce qu'ils se sont souvenus des grands anciens et qu'on se souvient de la reconnaissance qu'on doit à nos grands anciens qu'on doit être capable, en s'inspirant de ces valeurs-là, de continuer l'aventure française qui, je le crois, mais ça c'est dans mon cœur et dans mes tripes, est par nature une aventure éternelle. Eh bien, nous sommes d'accord. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Cher Jean-Louis, merci beaucoup. Je vais clôturer cette 7e édition des Rencontres de l'avenir. Je vais peut-être demander à Xavier Gors, qui est derrière, de nous rejoindre. Il est en régie, de nous rejoindre sur scène. Je voudrais dire 2 ou 3 choses avant de terminer. Déjà, je voudrais vous dire que le ministre est un ministre qui est un intellectuel et qui écrit des livres qui sont tout à fait passionnants et pas simplement sur la question de l'armée. J'avais lu ta biographie de Margaret Thatcher qui m'avait absolument passionné. Et j'avoue que seulement cette semaine, je te prie de bien vouloir m'en excuser, bien Xavier, j'ai lu ton livre absolument fascinant sur les réformes économiques et sociales du général de Gaulle, qui était un angle mort de la biographie du général de Gaulle, puisqu'il y a évidemment une bibliographie absolument extraordinaire quantitativement sur le général de Gaulle, mais tu as écrit un livre qui est en quelque sorte qui tire les leçons du réformisme gaulliste, des leçons pour aujourd'hui, et c'est absolument passionnant. Oui, tu veux en dire un mot ? Oui, je veux ça. Non, ce livre qui est paru en 2018, je fais partie de ce petit nombre d'hommes politiques qui écrivent eux-mêmes leurs livres, ce qui est assez rare. Donc ça veut dire que depuis que je suis rentré vraiment dans la vie politique, mon rythme de production littéraire a été totalement décroissant. Mais effectivement, j'étais assez agacé par la récupération du gaullisme qu'on faisait, donc qu'on transformait en étatisme socialisant. Et la réalité, c'est que la première grande réforme de libéralisation de l'économie française, ça a été fait sous l'autorité du général de Gaulle, avec le plan Pinay-Rueff, qui a été le premier grand choc de concurrence pour l'économie française, où le général de Gaulle, vous avez des textes absolument lumineux de Gaulle sur la concurrence, qu'on aurait cru pouvoir être écrit par le ministre Novelli ici. Non, c'est tout à fait stupéfiant. Et comme on oublie toujours ça du général de Gaulle, alors de Gaulle, ça n'est pas que ça, bien sûr, mais c'est aussi ça, et donc j'ai tenu à le mettre en lumière. Eh bien, bravo. Bon, écoutez, merci à vous, merci à tous les intervenants. Je voudrais remercier tout particulièrement, évidemment, le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier, les équipes de Saint-Raphaël qui font un travail extraordinaire, remarquable.
Il n'y a pas de meilleure ville que Saint-Raphaël pour faire ces rencontres de l'avenir. Je voudrais remercier tout particulièrement 2 personnes de l'ombre, mais qui sont des piliers de ces rencontres. Théo, ici, Théo Tapiero, bien évidemment, à Saint-Raphaël, et Clémence Pottier, qui travaille avec moi et qui font un travail absolument remarquable, ici et chez moi. Moi, de toute façon, je prends que les meilleurs et les gens très bons, parce que les moins bons, je préfère les laisser aux autres. Voilà, et Xavier, merci, merci encore à toi de nous avoir accompagnés pendant ces 3 jours. À l'année prochaine. Merci.